Merci beaucoup, chère Laure, et bonsoir à tous, Madame l'administratrice générale, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs. Et je suis très heureuse d'être ici ce soir pour présenter pour la première fois hors les murs du Conseil d'État les travaux que le Conseil d'État a conduits cette année sur la souveraineté. Tous les ans, le Conseil d'État conduit une étude annuelle sur un thème qu'il choisit librement. Laure l'a indiqué, l'année dernière, on avait travaillé sur l'usager du premier au dernier kilomètre, qui nous avait conduit à auditionner l'une des professeurs du CNAM, Madina Reval, qui est professeure de design. Et cette année, on s'est attaché à la souveraineté, un sujet qui est bien connu des juristes, puisque la souveraineté est à l'origine de l'État moderne, elle est à l'origine du droit international. Donc c'est quelque chose qui est bien connu des juristes, mais qui, comme vous l'avez indiqué, Madame la Présidente, au fond, c'est diffusé, a fait un peu tache d'huile dans le paysage politique, en particulier depuis quelques années, depuis la crise Covid et la crise en Ukraine. Et donc le Conseil d'État s'est demandé ce qu'était encore la souveraineté aujourd'hui, finalement. Qu'est-ce que cette notion éminemment juridique est devenue et quel est le sens des mots et à quel défi cette souveraineté est-elle soumise? Alors d'abord, qu'est-ce qu'être souverain en droit? Être souverain en droit est souverain celui qui, sur une population et un territoire donné, dit le droit et dispose de la capacité d'exercer le dernier mot sans dépendre d'aucune autorité suprême. Dit autrement, la souveraineté, c'est la liberté pour un peuple de choisir son destin. Et donc, ce terme a fait florès et on le retrouve aujourd'hui adjectivé avec la souveraineté alimentaire, la souveraineté énergétique, industrielle, numérique, sanitaire. Mais au fond, on se sent un peu loin, à travers ces adjectifs, du terme initial de souveraineté qui est ce pouvoir de dernier mot. Et donc, on a consacré une année à essayer de clarifier les choses. Alors, l'étude qu'on a commise est assez conséquente, elle fait 500 pages. Mais ce que je vous invite à y faire, si elle vous intéresse, c'est à y venir piocher, au fond, dans les thématiques qui vous intéressent. On a une table des matières qui est assez détaillée et qui permet d'aller se guider dans la recherche. On a organisé nos travaux autour de 3 axes. La première partie est très concentrée sur l'examen de la dimension sous sa forme principalement juridique, donc de la notion de souveraineté dans l'histoire. Donc on retrace la notion depuis l'Antiquité à nos jours, en passant par les théoriciens fondateurs d'inspiration religieuse, la façon dont la notion s'est installée au XVe siècle avec des philosophes juristes comme Baudin, le basculement qu'a impliqué la Révolution française avec le transfert de la souveraineté du monarque à la nation et l'invention, au moment de la Révolution française, de la Constitution comme expression même du peuple souverain. Donc on retrace cette histoire de la souveraineté. Et puis on retrace aussi sa géographie, puisque la souveraineté est une notion qui est née en Europe et qui s'est diffusée dans le monde, notamment à la suite des guerres mondiales. Elle a été remise en cause par la globalisation, d'une certaine manière, dans les années 80, 90 jusqu'à 2000. Et puis, au fond, elle revient en force avec les crises de ces dernières années. Et on aboutit à une deuxième partie qui, au fond, illustre les défis contemporains auxquels la souveraineté est confrontée à l'échelle mondiale. Tous les États sont exposés à des dépendances et interdépendances, sont confrontés à des confrontations. On a la résurgence, le retour des guerres en Europe, la contestation des frontières d'un certain nombre d'États, le développement de phénomènes de désinformation, la confrontation aussi à la compétition des normes qui, sous le fait de l'extraterritorialité des normes à laquelle on consacre quelques développements, finalement est devenu un enjeu de pouvoir et de contestation de la souveraineté de certains États dans la capacité à dire le droit. On a la concurrence aussi de nouveaux acteurs mondiaux que sont les GAFAM, que sont les grandes fondations. Aujourd'hui, la fondation Bill Gates représente un tiers de l'OMS, par exemple. Donc on a des compétiteurs qui questionnent au fond les capacités à agir des États. Et puis on a des souverainetés confrontées à des défis mondiaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail et je vous inviterai à vous y reporter si ça vous intéresse, mais le défi climatique, sanitaire, démographique, migratoire, qui évidemment questionne la souveraineté sous toutes ses formes. Les défis sont également à l'échelle européenne. Alors même que l'intégration européenne a été voulue, initiée par la France à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et permet aux États membres
de l'Union européenne d'additionner leur puissance, d'accroître leur poids dans la compétition mondiale. Aujourd'hui, et c'est le constat que fait l'étude, les institutions européennes font parfois peser sur les États des contraintes qui, bien qu'elles aient été consenties, n'en sont pas moins souvent mal admises, du fait notamment de divergences d'appréciation entre États eux-mêmes. Et l'intégration continue de l'Union européenne nourrit des réactions de rejet de la part des Européens, comme l'ont montré notamment le résultat en 2005 du référendum sur le traité constitutionnel, avec parfois l'impression qu'il est difficile de faire marche arrière, avec des effets cliqués, et parfois également que les juges européens prennent une place trop importante dans la capacité à agir, alors même que ces mêmes juges ont un rôle d'arbitre et d'interprète du droit de l'Union pourtant fondamental. Et puis à l'échelle nationale, la souveraineté, donc, qui appartient au peuple, comme le prescrit l'article 3 de notre Constitution, au fond, est elle-même confrontée à des doutes qui se manifestent par une participation fluctuante aux élections, par un recours limité au référendum, par des exercices de démocratie participative qui sont décevants, un effritement du corps social, et puis même un questionnement de la souveraineté, de l'appartenance de certains morceaux de notre territoire à la nation française. Et face à ces défis, donc à différentes échelles, le Conseil d'État introduit des propositions, une dizaine de propositions, qui constitue le cœur de la troisième partie de l'étude. Et au fond, ce soir, je vais m'attacher à ce qui vous intéresse plus précisément et au message clé que je voulais passer finalement à votre assemblée autour de ces 230 ans du CNAM. Alors, si on devait retenir 3 messages clés de l'étude, je dirais qu'ils sont les suivants. Le premier message est qu'on est souverain ou on ne l'est pas. C'est binaire. Et au fond, c'est la question à laquelle on s'est confronté. Au fond, nous concluons assez rapidement la première partie en disant que la France est, comme de nombreux pays dans le monde, un État souverain, dans lequel le titulaire de la souveraineté a le pouvoir du dernier mot, c'est-à-dire celui de dire le droit, de fixer les règles du jeu qui s'imposent à tous et en tout point du territoire. C'est bien le peuple souverain dans sa fonction constituante qui arrête la norme suprême depuis 1789 dans notre pays. Et je vais vous lire l'article 3 de la Constitution qui le fixe dans notre socle. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Et donc c'est par la Constitution que sont organisés les pouvoirs publics, c'est par cette Constitution également que l'on confie des compétences à l'Union européenne. C'est ce qu'on a fait en 1992 en révisant la Constitution à travers Maastricht, en 1999 pour Amsterdam, 2001 pour Nice et 2007 pour Lisbonne, tout en conservant au fond la compétence de la compétence. Et au fond, c'est cette même Constitution que le juge national fait prévaloir en cas de conflit de normes entre une norme européenne, internationale et la Constitution française. Et c'est le fruit d'une décision que le Conseil d'État a rendue en 2021 sous le nom de French Data Network, qui a fait un peu de bruit dans le monde des juristes, dans lequel nous avons affirmé de façon assez nette que, en effet, le Conseil d'État donnerait toujours le dernier mot à la Constitution française en cas de conflit de normes. Donc, dit autrement, nous sommes souverains car le peuple français, dans ses fonctions constituantes, a le dernier mot. Deuxième message de cette étude, la France ne saurait être regardée comme une île vivant en autarcie à l'écart du reste du monde. Elle est, comme tous les pays souverains, interdépendante depuis qu'existent les échanges commerciaux. Et au fond, tout l'enjeu pour elle est d'être en mesure de réduire, voire de choisir ses dépendances, de développer les interdépendances qui lui conviennent dans un contexte, je le disais, de conflictualité grandissante. Et au fond, tout l'enjeu n'est pas une question de souveraineté, mais bien plus de conditions d'exercice de la souveraineté. Et au fond, tous ces nouveaux termes qu'on voit fleurir, ce n'est pas des questions de souveraineté en tant que telle au sens juridique du terme, mais c'est plus des questions d'indépendance, de capacité à agir, de capacité à choisir, et au fond de conditions d'exercice de la souveraineté. Et au fond, chaque pays est affecté par des dépendances, choisies ou subies, et dispose d'atouts propres, notamment de puissance, qui lui permettent d'exercer
sa souveraineté dans de bonnes ou de moins bonnes conditions. Et la France, on développe ces éléments dans l'étude, a des atouts indéniables pour exercer sa souveraineté. Elle maîtrise la dissuasion nucléaire, elle a un siège de membre permanent au siège de sécurité, au Conseil de sécurité des Nations Unies, elle est 7e puissance économique mondiale, elle a la 2e zone économique exclusive au monde, une démographie qui, comparativement à nos amis, nos partenaires européens, est plus dynamique, donc nous met en situation finalement plus favorable, et puis des atouts scientifiques et culturels dans cette enceinte, naturellement, c'est important de le souligner, indéniable. Réduire sa dépendance, c'est ce que fait la France, c'est ce qu'elle s'efforce de faire, par exemple, depuis le début du XXe siècle, dans un champ comme l'énergie. Vous avez en mémoire que nous n'avons pas dans notre sous-sol finalement de ressources, tout le moins hydrocarbures significatives, en tout cas qu'elles sont épuisées, et que depuis la Première Guerre mondiale, nous éprouvons au fond, cette dépendance au pétrole et au charbon. Les travaux initiés sous la 4e République se sont efforcés de nous rendre moins dépendants à travers les travaux sur l'énergie nucléaire. Et puis le plan Mesmer sous la 5e a rendu la France exportatrice d'électricité à partir des années 80. Donc au fond, on a des tentatives finalement pour faire des choix et se rendre moins dépendants. Le message que fait passer le Conseil d'État autour de cette question de dépendance, c'est au fond de dire qu'il y a 3 conditions pour faire des choix et maîtriser les leviers d'exercice de notre souveraineté. La première de ces conditions, et c'est l'une des propositions un peu phares de l'étude, c'est notre 8e proposition, c'est au fond de pouvoir s'inscrire dans le temps long. C'est de se doter d'une capacité d'analyse stratégique sur le long terme. Et la France doit être en capacité de pouvoir cartographier ses atouts, ses faiblesses, d'identifier dans les secteurs qui lui semblent éminemment stratégiques pour l'avenir, d'identifier finalement un cap, des échéanciers, des moyens associés, des pilotes. Et c'est ce qu'on synthétise au fond avec l'idée qu'on a besoin d'une doctrine de la souveraineté, alors qui n'est pas inexistante. Le Conseil d'État ne dit pas du tout qu'elle est inexistante. Elle existe naturellement, mais elle aurait besoin de se généraliser, elle aurait besoin de devenir une méthode finalement. Et au fond, ce qui nous manque certainement plus, c'est de se donner les conditions, quand on fait des choix stratégiques, de tenir nos engagements et de faire des choix sur le temps long. Deuxième condition, au fond, pour maîtriser les leviers d'exercice de la souveraineté, c'est de disposer des compétences nécessaires, notamment scientifiques et techniques, pour pourvoir les postes qui sont essentiels pour conforter notre souveraineté énergétique, industrielle ou numérique. Les ressources humaines, et Baudin au XVIe siècle le disait déjà, il n'est de richesse que d'hommes. Sans ressources humaines, évidemment, il n'y a pas de conditions d'exercice de la souveraineté. Or, ce terreau présente aujourd'hui des faiblesses. On a aujourd'hui un quart des jeunes qui sortent du lycée sans diplôme, ce qui naturellement limite leur capacité à être employés. Et c'est d'ailleurs 2 fois plus dans les lycées professionnels, sachant qu'on a plus de 600 000 jeunes dans les lycées professionnels aujourd'hui. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et à côté de ça, on a des besoins non pourvus dans des secteurs pourtant éminemment stratégiques, que ce soit pour la transition écologique. On a besoin de 20 000 postes d'ingénieurs à pourvoir d'ici 2030 dans ce secteur et on n'est pas sûr de pouvoir les pourvoir. Et puis 80 000 dans d'autres secteurs. Troisième, et donc pour ça, il nous semble qu'il y a un enjeu à conforter l'apprentissage scientifique et technique dès l'école, en ayant des modes de formation des jeunes dès le collège, dès le lycée, qui leur donnent cette appétence des sujets techniques avec des méthodes un peu plus interdisciplinaires, et puis d'élargir les viviers de recrutement. Alors par exemple, d'élargir les viviers de recrutement aux jeunes femmes, puisque, vous le savez, tout à l'heure notre intervenante nous le dira, on a finalement trop peu d'ingénieurs, de jeunes femmes qui aboutissent dans leurs études d'ingénieurs, ou qui s'engagent dans cette démarche pour devenir ingénieur. Troisième condition,
finalement, pour faire ces choix, c'est de développer le potentiel de puissance que constitue l'Europe. On a un message assez optimiste sur l'Europe, au fond, dans cette étude du Conseil d'État. La France, c'est finalement un pays de 68-69 millions d'habitants. Dans la compétition mondiale, on sera puissant, d'autant plus puissant que si on joue en collectif avec les 450 millions d'habitants que constitue la zone européenne. Et donc, cette force de l'Union européenne, qui est appelée de ses voeux par un certain nombre d'acteurs, doit être confortée. Et ça suppose notamment d'une meilleure articulation entre les autorités nationales et européennes. Enfin, je termine. Dernier message, troisième message que je voulais transmettre sur cette étude. La souveraineté nationale, elle appartient au peuple, je vous l'ai dit, et c'est toute la portée démocratique du sujet. Et au fond, l'étude adresse un message clé aux citoyens et notamment aux plus jeunes d'entre eux. C'est au fond, la souveraineté vous appartient, soyez-en pleinement acteurs. Et pour ce faire, on insiste sur la nécessité de créer les conditions pour que les citoyens soient pleinement acteurs de cette souveraineté. Alors d'une part, en utilisant des outils de vote à leur disposition. Ensuite, en confortant leur esprit de défense à travers la formation morale et civique, et puis en se mobilisant dans la réserve notamment. Et enfin, en garantissant des médias plus pluralistes et un esprit critique finalement dans notre corps social. En conclusion, et s'il ne fallait retenir qu'un message de cette étude, c'est que la notion de souveraineté qui s'exprime dans chaque pays à travers sa constitution s'exerce partout selon des formes et des réalités différentes, selon nos attributs de puissance et les choix que l'on fait. Et au fond, c'est un peu le génie propre de chaque pays que de trouver l'équation qui lui convient le mieux. Je vous remercie.